Moi, je décide de commencer rapidement mon intervention par la reprise finalement d'une citation qui avait la forme d'une injonction un peu institutionnelle, quoi. Dans un temps où effectivement il y avait la réforme de la scolarité obligatoire et puis les programmes qui sortaient en même temps. Et si je le fais, ben, c'est pour marquer ce caractère injonctif un peu de l'institution dans sa relation au créé du commun. Et en même temps, c'est pour me rappeler et mettre en scène tout ce que moi j'ai vécu au moment où je rentrais dans la profession d'IAIPR. C'est-à-dire que sur l'Académie de Rennes, on a décidé, nous, de conduire nos formations, on va dire, dans les établissements, en proximité d'établissements. Et ça a été l'occasion pour moi, évidemment, d'avoir un engagement conséquent au sein de différents collectifs, avec des enseignants, avec mes collègues IAIPR, mais aussi avec les chefs d'établissement. Et ça a surtout été l'occasion d'observer et d'essayer d'analyser les collectifs dans lesquels j'agissais ou j'agissais en proximité. Et donc pour moi, ça a vraiment été un moment fondateur dans ma professionnalité, parce qu'à ce moment-là, moi, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, mais finalement, faisons-nous réellement équipe dans les organisations scolaires et pédagogiques que nous sommes amenés à investir par choix ou par obligation? Et j'insiste sur les deux, par choix et ou par obligation. Voilà. Ça, c'est pour répondre à la table ronde ici, puisqu'à équipe, on met un petit S ou un grand S. Vous allez être amené à investir différents collectifs. Et donc, dans ce cadre-là, il va peut-être y avoir des variations dans le cadre des engagements ou de l'efficacité de vos collectifs. À partir de là, pour moi, et pour répondre à cette question-là, enfin, pour essayer de passer d'un ressenti à une forme d'objectivité, il me fallait des cadres de référence ou des cadres d'analyse. Donc, je n'étais pas spécialement outillé sur ça à l'époque. Donc, j'ai été chercher sur Internet, tout bêtement, et j'ai trouvé un premier cadre d'analyse qui évoquait les maturations de l'équipe. Autrement dit, il y aurait des stades d'évolution des équipes, enfin, des collectifs, pour arriver à la notion d'équipe. Et puis, dans le même temps, je me suis un peu outillé sur la suite, et sont apparus d'autres cadres de référence, mais ma collègue en parlera tout à l'heure. Et je ne reviendrai pas ici là-dessus. Ces stades, ils sont intéressants à évoquer parce qu'ils permettent de situer, d'apprécier et aussi de s'auto-analyser dans ce cadre-là. Alors on va aller très rapidement sur quelques évocations. Le stade 1 et 2 qu'on va voir juste après correspondent à ce qu'ils appellent collection d'individus. Le stade 3 et 4, groupe. Et le stade 5 et 6, équipe. Alors quand on va un peu plus loin, vous voyez, je vous donnerai le PowerPoint évidemment, il y a stade 1, prise de contact, exploration, adaptation, rencontre. Alors je ne suis pas contre les rencontres, au contraire, mais ce qui m'intéresse, c'est bien sûr l'efficacité, puisqu'on est là pour être efficace, et ça correspond au stade 5 et 6, créativité. Et c'est à ce moment-là qu'on parle simplement d'équipe. Et une équipe, c'est un groupe qui cherche à faire un travail de qualité, les rôles de chacun sont clairement établis, ils recherchent des solutions aux problèmes rencontrés, font systématiquement l'objet d'une analyse partagée, remettent en cause les méthodes employées dans un cadre d'une démarche constructive. C'est ça une équipe. Et donc, à partir de là, on peut commencer à analyser ou à situer son niveau du collectif dans lequel on est engagé. Et là, ça amène déjà à réfléchir. Alors, je ne parle pas du stade de créativité qui, lui, fait référence aux organisations apprenantes, où là, on amène une autre dimension. Mais pour compléter un petit peu cette analyse-là, il me fallait aller chercher d'autres indicateurs. Quand on parle d'équipe, on parle d'objectifs communs et partagés, valeurs communes et partagées. Et donc moi, j'ai été chercher notre commun institutionnel. Éducabilité, inclusion, lutte contre les inégalités sociales, acquisition du socle commun, et puis tout bonnement, notre commun à nous tout court, c'est l'élève et ses manières d'apprendre. Et quand on met en relation la définition d'équipe avec ce commun-là, alors on peut commencer à apporter des réponses sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Faisons-nous équipe ou pas? Eh bien, ma réponse à moi, c'est oui parfois et non souvent. Et donc, je vais essayer de contextualiser un petit peu les choses. De mon point de vue, nous faisons surtout équipe pour lutter, survivre ou mieux contrôler. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a plus d'équipes
au sens où je l'ai défini dans l'Académie de Créteil, que dans l'Académie de Rennes. Parce que moi, finalement, j'interviens dans une académie qui est un peu une ZEP en termes de dynamique professionnelle. Parce que nous, à Rennes, on a un super environnement, il y a la mer, les enseignants sont sur leur deuxième temps de carrière, ils vont construire des maisons, et surtout, on a des très bons résultats aux examens. Ça ne veut pas dire qu'on fait bien apprendre, mais en tous les cas, on a des très bons résultats aux examens. Donc moi, je suis un peu dans ce contexte-là. Et donc, dans mon contexte à moi, au regard de ce que j'ai dit là, j'évoque plus souvent le contexte de groupe pédagogique que d'équipe. Mais c'est peut-être normal, parce que quand on interroge l'ensemble des organisations humaines et qu'on fait référence à la classification que j'ai évoquée, en dehors de l'école aussi, on a du mal à aller au-delà du stade 4. On le voit aussi dans nos équipes de sport co, classiquement, alors qu'on a choisi nos partenaires. Alors par rapport à cette situation-là, j'ai repris ce que Loïc a pu dire dans d'autres lieux, Loïc Lemeur, comprendre mais sans se résigner. Pourquoi ? Parce que les enjeux sont énormes. C'est-à-dire que si, effectivement, on arrive à développer des approches un peu plus collaboratives, alors on va impacter nos élèves et on va aussi contribuer à une forme d'épanouissement professionnel des acteurs. Parce qu'il faut bien le rappeler, le métier d'enseignant, jusqu'à preuve du contraire, reste un métier où on est particulièrement isolé. Là, je me suis amusé à faire une petite modélisation d'un étabbissement scolaire chez moi. On a un nous, il y a des petits jeux qui sont connectés au projet d'établissement, puis il y a des petits nous qui se créent à côté, et c'est sûrement ce qui se passe dans pas mal d'organisations, c'est-à-dire qu'on a du mal à fédérer les gens autour d'un nous collectif. Et ça met en tension aussi ce rapport entre intérêt individuel et intérêt collectif. Mais je ne vais pas l'aborder ici. Pour moi, en Bretagne, 90% des acteurs sont très engagés, mais on est à 30% de notre potentiel collectif. Et donc l'enjeu, c'est effectivement de passer du stade 3 au stade 4, 5, 6 pour impacter nos élèves. Alors, Philippe Mérieux, dans une conférence à l'ESN, nous avait dit « Messieurs, vous allez devenir cadre, il faut que vous soyez lucides, mais surtout solidaires, et aussi solidaires. » Donc il faut que je le sois. Dans nos organisations, il faut qu'on s'interroge. Suscitons-nous le développement d'approches plus collaboratives et plus mutualisées. Nos pilotages suscitent-ils le développement de ces approches plus collaboratives ? Reconnaissons-nous et apprécions-nous les valeurs, les vraies équipes ? A-t-on appris à collaborer ou à faire collaborer ? La réponse est toujours la même. Oui, parfois, non souvent. Donc, c'est une façon aussi de déculpabiliser les gens par rapport à ça. Bien, moi, depuis quelques années, je me mets en position de petit colibri avec des partenaires et on essaie d'avancer sur ce système-là dans la formation des personnels d'encadrement avec Marie-Pierre Roux de l'Académie de Montpellier. On essaie de travailler à ça dans les logiques de formation de formateurs et puis on essaie de comprendre au niveau de la recherche en activant un certain nombre de choses. Mais moi, je voudrais vous parler, pour les 3 minutes qui me restent, là, de ce qu'on fait en éducation physique dans ce territoire qui n'est pas si facile que ça à gérer en termes de dynamique. Et bien simplement, avec notre équipe d'inspecteurs, et puis en tenant compte aussi, c'est là où je remercie aussi nos prédécesseurs, parce qu'André Candrel est dans la place là, et il a aussi contribué largement à essayer de nous éclairer sur d'autres possibles. Nous, on a décidé d'adopter d'autres stratégies. L'idée, c'est clairement d'abandonner le pilotage injonctif institutionnel qui rappelle à l'obligation de. Pourquoi ? Parce que ça fait 40 ans que le projet d'EPS est obligatoire. Et moi, à chaque fois que je passe en établissement, il est toujours en construction. Ou alors, il est superbe, mais il a été porté par un de ceux qui étaient à la table ici. Et ça veut dire qu'il n'a pas mobilisé l'ensemble des équipes. Enfin bref, l'injonction institutionnelle n'amène pas le collectif. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on s'est mis en situation d'essayer de créer des environnements plus capacitants, susceptibles de générer du commun, mais autour des problématiques du mieux faire apprendre. Et donc, par rapport à cette situation-là, je vais vous montrer comment on a essayé de transformer un dispositif académique existant pour le rendre, on va dire, plus capacitant ou plus porteur. Chez nous, on a des groupes de secteurs.
À gauche, dans le tableau, vous avez la définition académique du groupe de secteur. Le groupe de secteur, il est créé à partir du moment où on a un objet d'étude proposé par un collectif d'enseignants et avisé par l'inspecteur. On a un animateur volontaire, il y a 8 demi-journées de travail, pas de pilotage par les inspecteurs, ouvert si 7 inscrits, production souhaitée. Ça, c'est le cadre institutionnel. Et nous, les IA-IPR, éducation physique, on a décidé de transformer un peu les choses, de pousser les cadres, sans avoir trop l'autorisation, mais on l'a fait quand même. Et on s'est dit, bon ben voilà, comment on peut mieux faire? On a gardé l'idée de l'objet d'étude proposé. Pourquoi? Pour répondre à des besoins d'autonomie, de prise d'initiative, de choix, et inscrire les réflexions dans le réel. Par contre, on a gardé l'animateur volontaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à nos leaders pédagogiques, mais les animateurs volontaires, on les a outillés et on les a appelés les formes animateurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment formateurs parce que pas choisis par l'institution, mais ils sont plus qu'animateurs. Mais donc il faut qu'on les outille. Et donc on a mis notre formation de formateurs sur eux, et non plus sur nos leaders pédagogiques. L'idée c'était de sécuriser, de mettre en confiance, d'outiller du point de vue de la compétence et aussi de les reconnaître dans leur engagement. Les 8 demi-journées, on s'est mis en tension avec les chefs d'établissement, mais on a créé un peu de souplesse pour faire en sorte qu'on puisse répondre à des intentions, c'est-à-dire créer des mini-laboratoires. On est passé d'un non-pilotage des inspecteurs à une situation où on s'est mis en posture d'inspecteurs ressources. Et donc je vais passer à la dernière diapositive, rapidement. On est passé d'une situation où globalement on n'avait pas beaucoup de gens engagés dans le cadre des groupes de secteur, à une situation où maintenant on a 450 personnes dans les groupes, sur 1000. Et donc, nous, on apprécie cette vraie plus-value dans le dispositif au regard des PPCR et de la manière dont on évalue la professionnalité sur le secteur. Et donc, je vais aller très vite à l'essentiel. Notre objectif dans ce cadre-là, c'était de développer le pouvoir de dire des enseignants et le pouvoir d'agir des enseignants. Et c'est comme ça qu'on souhaite, nous, incarner finalement ce qui est déclaré, cette école de la confiance. Voilà. Je vous remercie. J'ai été un peu trop vite sur la fin.